pas d'un cours, il s'agit d'une conférence à l'adresse d'un public diversifié. Les étudiants, bien sûr, les étudiants de la licence, la nouvelle licence d'histoire, histoire, archéologie, patrimoine, plus pluridisciplinaire, comme j'aime à le rappeler, et la licence professionnelle, action culturelle et métier de l'archéologie. Mais aussi un public de passionnés, d'amateurs et de professionnels qui va continuer d'arriver parce que Saint-Cambrai est un carrefour dans la grande et future région fusionnée. Eh bien, il faut donner le temps à chacun, chacune d'arriver. Je ne vais pas être très très long, j'ai été briefé par le directeur de la faculté que je remercie. Je remercie aussi le directeur du centre universitaire qui est au fond de la salle et qui a passé le mot et qui nous a permis, disons, de sauvegarder, de conserver le noyau dur de cette conférence. Je ne vous le cache pas, je dois partager ce sentiment très mitigé. On est dans une sorte de deuil national, et j'enlève le mot sorte. J'oserais dire que cette conférence peut participer à une transition d'un deuil à un post-deuil, à une réunion qui nous réunisse, qui fasse du lien social, du lien culturel. Eh bien, nous aurons réussi ceci, malgré tout, malgré ce contexte très lourd que nous vivons. Donc, je remercie encore et surtout, et en chair et en os, Alain Jacques, le conférencier que je découvre, je dois vous le dire, c'est un aveu supplémentaire. En fait, j'ai découvert sa conférence, sa exposition, organisée par le service archéologique municipal d'Arras, dont M. Jacques est le directeur. Voilà, un archéologue expérimenté. Et c'est intéressant, je trouve aussi, ce lien transgénérationnel. Je l'ai dit à M. Demoulon, qui est dans la salle, et qui eux aussi, dans un lien social humain, permis cette conférence, ainsi que Serge Levillon, que je salue au premier rang, et à peu près tout le monde. Donc je tiens vraiment à ce côté rendez-vous humain, culturel, professionnel, aujourd'hui, dans une enceinte universitaire. Je crois que ici, ce n'est pas si fréquent. Je crois que côté faculté de lettres, langue, arts, sciences humaines, ça serait conditionnel, c'est prudent, la première fois depuis très très longtemps. Merci Alain, je vous laisse la parole. Donc c'est une causerie en 3 temps. Je vous ai laissé sur le tableau le temps de vous remettre un petit peu les causes du conflit, de la Grande Guerre. C'est pas évident pour tout le monde. Et ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est comment, habituellement je dis Arras, mais là je vais tendre comment notre région s'est retrouvée au cœur du conflit. Et cela très rapidement, après 3 semaines après la déclaration de guerre, la ville d'Arras, par exemple, est envahie, Cambrai également, et pendant 4 longues années, les combats vont se dérouler dans notre région. Donc on va voir comment l'archéologie classique a été confrontée à ce type de vestiges. D'abord considéré comme élément pénalisant, voire dangereux. Et c'est au cours des travaux auprès de Vimy, peut-être que vous connaissez comme site important de la Grande Guerre, qu'on a commencé à découvrir des restes humains. Tant que la fouille ne montrait que des tranchées, quelques casques, quelques baïonnettes, c'est vrai qu'on les rejetait avec un peu de dédain dans les années 80 et début 90. Et une fois qu'on tombe sur un corps, je veux dire que la problématique est totalement différente. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le gère? Est-ce que ça rentre dans le thème de l'archéo? Est-ce qu'on le met dans une de nos caisses dans les réserves? Donc c'est posé des tas de problèmes au niveau juridique. De comment ça se passe.
Moyen-Âge. Je fais, je m'assois. Je garde mes notes pour ne pas oublier les choses qui pourraient être importantes. Et donc, oui, c'est la confrontation en fait des fouilles classiques avec l'un des plus grands, voire le plus grand conflit pour notre région. Donc là, vous avez vu les dates. Donc, à partir de la fin août, début septembre, les Allemands sont dans notre région et on ne va pratiquement pas réussir à les déloger pendant 4 ans. Donc, il est clair que ces milliers, ces centaines de milliers de belligérants vont laisser des traces de toutes sortes, des cantonnements, des abris, pour votre région, des blocos, qu'on rencontre encore en très grande quantité. Donc, c'est un peu ça que je voudrais essayer de vous parler de ça. D'abord, un peu d'histoire. Vous avez vu les causes, les dates. Les Allemands avaient tout prévu depuis 1905 avec le plan Schlieffen. C'est un général allemand qui avait prévu d'envahir les 3 quarts du globe, y compris notre région. Et donc l'idée, c'est d'avancer vers Paris, de prendre Paris comme en 1870. On était déjà confronté à ça en 1870. Donc les Allemands vont avancer, passent à Cambrai, passent à Arras, et au niveau de Paris, au lieu de poursuivre vers l'ouest, donc de contourner la capitale, ils vont faire donc leur première erreur, qui va aboutir à la bataille de la Marne. En fait, ils vont laisser leur flanc droit disponible à une contre-attaque alliée. Les Anglais sont déjà à côté de nous. Et c'est à partir de là que les choses vont changer. Et on appelle ça la course à la mer, la technique du perroquet chez les militaires. Chacun va essayer de contourner l'autre, forcément par l'ouest. Forcément par l'ouest, donc c'est un petit schéma qui vous montre comment les combats ont lieu à la fin septembre et début octobre, et comment donc la ville d'Arras s'est retrouvée directement sur la ligne de front, et que forcément cette course à la mer s'est arrêtée à la mer du Nord. Il ne pouvait pas aller plus loin. La région d'Ixmude, Ypres, je pense que tout le monde connaît, finalement. Donc voilà, le front se stabilise donc très rapidement à partir du mois d'octobre. Et voilà en gros, avec les différents mouvements, les fluctuations sur le front, c'est la zone rouge qui est là, c'est la zone de combat, on voit on l'appelle d'ailleurs la zone rouge. Ça fait plusieurs dizaines de kilomètres de largeur, même ici dans le bas, dans la partie sud, une bonne centaine. Donc dans toute cette zone, on est susceptible de retrouver des vestiges de la Grande Guerre. Arras et les différents travaux, et on va voir donc les différentes offensives qui vont être dans un premier temps faites par les Français au niveau de Lorette. Je suppose aussi que c'est un site qui vous parle, c'est la plus grande nécropole militaire française. Donc je vous ai mis les gains de terrain et à gauche pour moi le nombre de tués, les pertes françaises pour prendre donc quelques dizaines de kilomètres. Et on va aller un peu plus loin si la machine ne trahit pas. Voilà, ça c'est la bataille d'Arras, faite par les Anglais qui vont occuper la région à partir de mai 1916. Et voilà donc encore une fois les pertes et le gain de terrain. Donc toute cette zone autour d'Arras, dès qu'on fait un trou quelque part, on est susceptible donc de retrouver des vestiges de la Grande Guerre. Arras, comme Ypres, c'est un saillant sur le front. Je vous ai mis ici une carte de tranchée avec la ville d'Arras. Elle est complètement cernée sur les 3 côtés. La ville a été détruite à 80% pendant les 4 ans de guerre. Et on verra que l'une des réactions des habitants, il en restait très très peu, quelques centaines sur les 24 000 avant le conflit, ont trouvé refuge dans un premier temps dans les caves de leur propre maison et ensuite dans les carrières évoves. Ce sont les carrières du Moyen-Âge qui ont été creusées à partir du XIe et XIIe siècle et qui ont servi donc de refuge pendant les 2 conflits. Comment l'archéologie a été confrontée à ces vestiges? Vous avez ici, pour les yeux aguerris, une villa romaine.
apercevez, grand bâtiment rectangulaire qui est ici, et qui, on le voit, a été recoupé par les tranchées. Donc régulièrement, quand on fouillait les grandes événements de la romaine, on était donc perturbé par ces vestiges de 14. Et à l'inverse, les soldats de 14, qu'ils soient britanniques, allemands ou français, ont eux-mêmes été confrontés aux vestiges antiques. Donc là, ce sont quelques objets qui ont été retrouvés dans la région, donc en plein milieu de ce conflit qu'on peut appeler une véritable boucherie. Il y avait des archéologues professionnels qui ont travaillé, qui ont relevé et qui ont, notamment dans les SPF, publié des choses tout à fait intéressantes pour notre région. Donc c'est un petit hommage justement à ces soldats archéologues qui étaient relativement nombreux sur le front. Notre première découverte, c'est un soldat français, celui qui a commencé à nous faire réfléchir sur la question de comment prendre en compte ce type de vestiges. C'est à Roclincourt, sur une route nationale A17. Donc là, on le voit, les traces blanches, c'est de la chaux, pour faire disparaître le corps. Et ça, on n'avait pas vu, mais nombre de soldats qui ont été retrouvés, relevés, fouillés correctement, se présentent bien souvent la tête tournée vers l'adversaire. Donc ça, c'est un schéma intéressant, c'était aussi quelque chose qui a été aperçu régulièrement. Donc le citoyen ne retrouve pas son statut, mais il est encore positionné en tant que soldat, et il continue à faire face à l'adversaire. On verra pour une personne, mais on verra pour 10, pour 20 ou 30 personnes, avec même les grades des soldats. Ils vont être enterrés en fonction de leur grade, notamment chez les Britanniques. Ce qui n'apparaît pas d'ailleurs dans les cimetières britanniques qu'on peut visiter à l'heure actuelle. Parfois, on a la chance, là c'est un soldat britannique, c'est Macmillan, de retrouver ce qu'on appelle le dog tag ou le disque d'identification. Il est dans un trou qui a été creusé par ses camarades de combat. Il a été enveloppé, je vous ai mis à chaque fois un petit cliché qui montre comment le corps était enveloppé dans une bâche, donc on va retrouver les traces de peau de corps. Et ce soldat, en fait, a fait l'objet de recherches de sa famille. Et on a retrouvé donc les descendants, le fils, c'est ce vieux monsieur qui est ici. C'est un soldat écossais, ce sont les Scotchois. Et il est vu donc à l'enterrement de son père, dans le cimetière d'Attic. Il est venu avec toute sa descendance. Donc là, c'était un contact aussi assez particulier. Autant on est confronté régulièrement avec les Romains, les gens du Moyen-Âge, et là, on a un geste technique que tout archéologue sait faire et enregistrer. Mais là, on touche quelque chose de totalement différent, et il y a une charge émotionnelle supplémentaire quand on arrive à justement reconnaître, parfois même avoir, je vous montrerai un portrait, on rencontre la famille, et dans le cas de Macmillan, son fils est né en 1915, son père ne l'a pratiquement pas connu parce que lui est mort en 17, et dans la famille Macmillan, tout ce qu'on avait, c'était simplement un ou deux courriers, pas de photos, c'est une famille relativement pauvre, et là on a eu l'occasion de pouvoir lui remettre tous les objets appartenant à son père, et notamment le crayon qui avait servi donc à rédiger ses courriers. Donc c'est toujours quelque chose de très poignant, qui sort là aussi, c'est les limites entre l'archéologie et l'histoire. Mais ce petit mouvement-là est tout à fait intéressant, de voir comment les collègues réagissent par rapport à ça. J'ai des gens, on ne va pas citer les noms, c'est pas le but, mais qui peuvent fouiller des latrines, qui peuvent fouiller du romain sans problème. Et là, j'ai plusieurs de mes collègues qui m'ont dit non, ça on ne peut pas, c'est trop proche de nous. Donc là, on est vraiment, c'est au choix de chacun. Je vous parlais également d'un Français qui s'appelle Pierre Grenier. On le voit ici juste au début du conflit. Il est fringant, prêt à partir au combat.
petite étoile indique l'endroit où il devait être le 25 septembre 1915, c'est-à-dire la troisième bataille d'Artois, troisième échec encore, on les a vus sur les cartes tout à l'heure. Et la flèche nous indique l'endroit où il a été retrouvé au cours de la création d'une canalisation. Et ce soldat donc, a été enseveli lors d'un bombardement allemand. Il était dans le fond de la tranchée, les parois se sont effondrées et il a totalement disparu. Donc là, on a un cas intéressant, c'est ce que nous on appelle, toujours en référence à l'archéologie classique, un cas de type pays où personne n'est venu le manipuler pour le. Il est vraiment dans l'état dans lequel il est décédé le 25 septembre à 5h30. Donc là, c'est l'occasion pour nous d'étudier l'équipement du soldat. On verra un petit peu en détail sur la chose. Donc toujours le disque d'identification au nom de Pierre Grenier. Juste au-dessus, on a Pierre Grenier qui vient de la région de Privas et qui est considéré comme étant disparu. Forcément, on ne l'a pas retrouvé sur le champ de bataille. Et on verra qu'au niveau légal, ça pose des problèmes, parce qu'on n'a pas cette fameuse mention qui a été inventée en 1915, mort pour la France. C'est-à-dire que la famille, les descendants ne vont pas toucher les pensions, les soldes qui sont donnés dans le cas de la mention mort pour la France. Comme il a disparu, il peut être considéré comme étant prisonnier, comme étant comme quand il a refusé le combat et il a quitté le terrain. Donc il faudra attendre les années 20 et 21 pour que cette famille touche les pensions et que les enfants soient considérés comme étant publics de la nation. Donc il y a plein de cas comme ça qui apparaissent. On voit les comptes de morts également pour cette journée. De morts et disparus et blessés, 238, ce qui est énorme pour un gain de terrain nul, et ça, on verra souvent. Pierre Grenier, que vous avez vu tout à l'heure, c'est ce monsieur maintenant qui est à gauche. Et on voit bien la différence dans l'attitude de ce personnage en début de guerre et un an après. C'est quelqu'un qui a fait ce qu'on appelle la bataille des frontières en septembre, en Belgique, bataille des frontières, Charleroi, qui a fait ensuite la bataille de la Marne, perte des Hurlus, et qui arrive une semaine avant la troisième bataille d'Artois à Arras. Il loge, ce cantonnement, c'est le musée d'Arras, dans les caves. On a pris contact avec la famille qui s'était intéressée via la généalogie à la disparition de ce soldat. Et ils nous ont fait parvenir de façon très sympathique tous les courriers que ce soldat avait envoyés à sa famille. Et quand il écrit ce courrier, il est dans les caves d'Arras. Et il va donc décéder une dizaine de jours avant son 30e anniversaire. Et il indique, parce que sa femme lui avait envoyé la photo de ses jumeaux nés en 2014, quand il regarde la photo, il préférait entendre le cri de ses enfants, pleurer ses enfants plutôt que le bruit du canon. Et d'ailleurs, il ne verra jamais ses enfants. À tel point que, comme il n'est pas considéré mort pour la France, c'est le jeune frère de Pierre Grenier, qui va épouser la veuve, pour que l'on reste à la famille, que la famille reste unie. Et quand je parle de ça, il y a souvent des anciens qui me disent, chez nous c'est pareil, c'est arrivé plusieurs fois en fait, ce cas de figure, où c'est le jeune frère qui épouse la veuve, donc c'est une continuité. On voit, je vous ai mis à droite le matériel, on est censé être dans un régiment qu'on appelle un régiment d'active, donc des gens qui vont aller au combat et en première ligne, et l'équipement n'est pas bien sûr celui qui est inscrit dans le manuel du parfait combattant à la veille de la troisième bataille d'Artois. C'est un matériel hétéroclite, il n'y a pas de casque, sa gamelle c'est de la récupération, à tel point qu'il est obligé de plier sa cuillère pour consommer. On voit là la grande désespérance des soldats français en 1915 notamment, parce que personne n'avait prévu que la guerre de 14 allait durer au-delà de Noël 14, donc quand l'année 15 fut venue, on se trouva bien dépourvu en matériel, en nourriture, le ravitaillement ne venait pas, il n'était pas préparé. Donc il y a une véritable mobilisation économique, mais qui va prendre pratiquement un an pour qu'on puisse
Voilà ce qu'il avait dans les poches, le soldat grenier, un porte-monnaie avec son alliance en or, une monnaie en or également. Son piquet, la pipe, c'est des choses qu'on va revoir très régulièrement. Il avait découpé dans un journal également, le journal où on voit Bruges, parce qu'il ne connaissait pas, il n'avait jamais quitté sa région. Et comme on l'envoyait au fond de Gers, il faisait un petit carnet de route, et donc il notait tous les endroits où il était passé. Et en gros, vous avez aussi un jeu, c'est un jeu de patience qui consiste à mettre dans 3 petites billes en acier, dans les hublots du bateau. Donc c'est un jeu de patience quand on est en train d'attendre dans la tranchée pour monter à l'assaut. En fait, on ne combat pas tous les jours, c'est bien évident. Et en plus de ça, il était en train de fabriquer des petites bagues en aluminium que l'on voit ici. Et c'est des cadeaux qu'on pouvait offrir aux amis, à la famille. Et là, c'est une des premières fois où on trouve véritablement des objets en cours de fabrication. On verra qu'on a trouvé un atelier de fabrication, mais là, c'est de la fabrication individuelle. Et ça, c'est assez récurrent. Un autre cas, juste en face, c'est un petit village de Thiélu, juste à côté. Là, c'est un soldat allemand. Et il était, quand les collègues sont venus me voir, on avait un petit problème parce qu'on a retrouvé un petit médaillon que vous percevez ici, ce médaillon là. Il s'appelle Paul Spode. Il vient de Berlin, une petite banlieue de Berlin. Et j'ai demandé aux collègues si vraiment ils étaient sûrs qu'il n'y avait pas eu des déplacements d'objets. Et donc il y avait bien la trace sur le sternum. Je vous avais mis la photo justement. On voit la trace sur le sternum. Parce que dans le même secteur, et en mai 1940, il y a une autre division nazie qui était passée dans le secteur d'Arras, la Totenkopf, qui avait fait beaucoup de massacres. Et donc au cours de la fouille, on s'est aperçu que l'équipement de ce soldat était bien un équipement d'un soldat de la Grande Guerre, du début de la Grande Guerre, et notamment il avait dans sa poche un petit journal paroissial, journal de Teltow, qui était bien daté de juin 15. Donc on s'est renseigné, on est parti un petit peu en quête pour savoir d'où ce talisman pouvait provenir. Il s'agit en fait d'un emblème solaire qui avait été pris par les brasseries Carlsberg, la bière Carlsberg, à Copenhague. On est là dans les années 1900 et c'était un emblème porte-chance, un emblème solaire, c'est censé porter chance. Donc sur les canettes de bière Carlsberg, on avait cet emblème de triste souvenir. Et c'est au nettoyage, je vous ai montré la photo, derrière c'était bien marqué Carlsberg. Là c'est l'anecdote, mais on est rentré en contact avec les archives de la brasserie, mais on a eu une panne non-recevoir. On ne voulait pas véritablement discuter à propos de leur choix. Mais très rapidement, on sait que dès la montée du nazisme, dans les années 30, ils ont supprimé donc, ce type d'emblème sur leur étiquette. Autre cas de figure, là on tombe sur plusieurs soldats. C'est l'une des premières tranchées, on est à Saint-Laurent-Blangy, on est en octobre 1914, on a encore les casques à pointe, les soldats sont répartis dans cette tranchée, ils ont été mis par leur propre. Alors ce qu'on essaie de déterminer également, c'est qui enterre qui et comment. Donc il y a forcément à chaque fois une étude d'archives, de cartes, avec l'information pour savoir qui est propriétaire ou qui est maître du terrain au moment où on enterre ces soldats. Donc dans le cas présent, ce sont des Allemands qui enterrent les Allemands. On voit qu'il y a une certaine négligence. On jette les camarades de combat dans le fond de la tranchée. On recouvre rapidement et la progression continue. Qu'est-ce que ces sépultures nous ont amené? C'est sur l'équipement militaire pour le coup. Je vous ai montré en haut une photo où on voit le fusil Mauser et sa baïonnette de début de guerre. Ça fait un peu plus de 2 mètres, 2,10 m de hauteur. Et dès que les Français et les Allemands commencent à faire des tranchées, il est très difficile de se déplacer dans un petit boyau avec une baïonnette qui fait plus de 2 mètres. Donc très rapidement, et pour prendre d'assaut les premières tranchées françaises, eh bien on va s'équiper, on va prendre la décision de prendre un couteau de boucher. Là je vous l'ai montré en position dans la botte.
il n'est pas dans son sac, c'est quelque chose qui fait dans les 30 centimètres. On va prendre ou voler ou acheter un revolver. On a également retrouvé un ordre de vœux. Et on voit que, de façon, enfin, en initiative personnelle, les soldats s'équipent pour prendre l'assaut et ne plus être gênés par son équipement. La décision de faire des troupes d'assaut de la part du haut commandement allemand, ce sera pratiquement un an après, dans notre secteur, le secteur de Neuville-Saint-Va, où là on va créer les premières troupes d'assaut qu'on va équiper de façon correcte. Et on voit que en octobre 14, déjà, et pour faire face aux difficultés de ces tranchées, eh bien, de façon individuelle, on va s'équiper. Alors ce fait est intéressant parce qu'on essaye avec les quelques collègues qui sont convaincus de l'intérêt de cette démarche, on essaie de comparer justement nos résultats. C'est en Champagne, dans l'est de la France, et en Champagne, près de Reims, on a retrouvé exactement les mêmes réactions, et le même équipement. Je vous ai également souligné en rouge une cuillère tout à fait classique, et j'avoue qu'au début on pensait que c'était un objet qui venait de l'extérieur, qui n'était pas vraiment compris dans l'équipement du soldat, mais comme c'était récurrent, on a commencé à se méfier, à photographier systématiquement, et là, son positionnement fait qu'il est dans un de ses sacs. Et on voit que la dotation réglementaire allemande, c'est ce fameux kit cuillère-fourchette, qui est très, très sympa, parce qu'on peut le ranger très facilement dans la poche. Il est sympa pour être vite rangé, mais pas pour manger sur le terrain. C'est-à-dire qu'on est obligé d'utiliser le cuilleron pour aller les prendre dans le fond de sa gamelle. Et comme on n'a pas forcément de quoi se laver les mains, de quoi se mettre au propre après, rapidement, on devient très très sale. Et rapidement, les soldats allemands vont abandonner, c'est pour ça qu'on en trouve très très peu, la dotation classique pour prendre l'option d'une cuillère et d'un couteau. Donc ça, bien évidemment, c'est des choses qu'on ne voit pas dans la réglementation allemande. D'autres cas de figure, ici on est à Gavrelle en mars 1918, et on voit que les soldats qui sont des Allemands, enterrés par des Allemands, de nouveau, c'était une négligence, où là on a pratiquement 2 niveaux de sépulture pour 12 soldats. On récupère ce qui est intéressant, c'est-à-dire les casques non fêlés, les fusils, des choses comme ça, les cuirs qui peuvent être de nouveau utilisés par d'autres soldats. Donc là, on a besoin de matériel, et donc on récupère ce qu'on peut. Et de nouveau, on les enterre, on voit bien la forme circulaire, on est dans un trou d'obus et on met les compagnons de combat dans le fond de ce trou. Contrairement à un autre cas de figure, qui est celui des Grisby. Grisby est une petite ville portuaire du nord de l'Angleterre, près de la frontière écossaise. Donc là, je vous ai mis la fouille d'Acti Park, qui est en grisé, un peu triangulaire, et en rouge, bien sûr, les tranchées. Et la flèche vous indique donc la direction que devaient prendre donc, les soldats des Grisby. Et les petites pastilles vertes sont les endroits où on a retrouvé des corps de ce régiment. Et notamment une tombe commune. Voilà, on a une vingtaine de soldats dans une fosse qui a été creusée donc, entre le 9 et le 11 avril pendant les combats. Et là, on a une réaction tout autre par rapport à la gestion de la mort. On va mettre ces soldats dans la fosse, toujours tournés vers l'adversaire, et on va les mettre coude à coude, ce que les Anglais appellent arm in arm. Et voilà, on est en train de le dégager. Donc il est prévu une fosse un peu plus grande que le contenu. Voilà, là on voit bien sur cette photo les bras, les uns au-dessus des autres, dans une espèce de danse macabre, une chaîne, tout ça. Il y en avait un qui était ici, mais un peu plus loin, et qui visiblement ne faisait pas partie de ce régiment. On voit le badge Lincoln, qui indique le régiment. Il y avait 2 individus comme ça, et 2 restes d'individus. On a retrouvé des fragments de corps. Ça veut dire qu'on est allé sur le terrain, que les camarades de combat ont récupéré des fragments de corps
et les ont positionnés comme les autres. C'est-à-dire qu'on a mis les bras à la hauteur des bras, les pieds également, les fragments de côte ou d'épaule. Donc pour les gens qui étaient là, ils savaient pertinemment qui était qui. Donc on a véritablement pris ces fragments de corps comme étant des entités. On a vraiment voulu les intégrer dans cette chaîne. Là, c'est quelques vues de détail. Et si je retrouve mes notes, je pourrais parler des types d'impact. On a essayé donc de déterminer, de voir par rapport à ce que l'armée britannique en 1919 avait établi les pourcentages, combien avaient été touchés par l'artillerie, d'autres par les mitrailleuses, par les fusils, par les grenades, des choses comme ça. Donc comme on avait là un bon échantillon, on a essayé de travailler comme ça. Et effectivement, il y avait 92% de blessures qui étaient causées par de l'artillerie. À peine 5% pour les balles mitrailleuses ou fusils. On voit là les balles de shrapnel, les impacts, les fragments de. Pour certains, le coup avait été sur la face. Donc on a laissé le crâne dans les casques où on a posé le masque à gaz pour qu'il n'y ait pas une vision trop forte de ces blessures faciales. Voilà également les impacts. On voit les impacts qu'on appelle le shrapnel qui est venu couper la jambe également. Les jambes qui ont été sectionnées. Et la petite boucle en bronze indique la présence justement d'un pansement. Les gens ont essayé en fait de garder la jambe en place et éventuellement d'éviter que le sang ne parte trop vite, mais visiblement ça n'a pas fonctionné. Voilà donc ces tombes communes qu'on est par les photos. Un autre cas de cimetière oublié, c'est celui de Montchélipreux, dans une zone industrielle sur la route de Cambrai, qui s'appelle Artois-Paul. Et là, c'est une trentaine de corps qui ont été retrouvés dans un cimetière, mais là, on est dans un cas de figure tout à fait différent. Ce ne sont pas des amis qui enterrent des amis, mais c'est une antenne médicale. Et on va voir que la gestion des corps est totalement différente. Voilà les soldats du 10e Royal fusillés à la veille de la bataille. Et là, voilà le 10, le 10 avril 1917. On voit très bien 4 grandes fosses et une autre petite fosse dans un tout début, en fait, qui contient des restes pêle-mêle de soldats. À l'origine, les premiers soldats ont été mis dans un trou d'obus, c'est la partie un peu sombre qui est à droite, et ensuite les morts étant tellement nombreux qu'on a dû agrandir ce trou d'obus, créer plusieurs petites fosses rectangulaires, et on a vu que très rapidement, les sous-officiers avaient été mis à l'écart. C'est les 4 soldats qui sont en haut à droite. Donc on voit que dans cette antenne médicale, la distribution, même au niveau de la nécropole, se fait par grade, et toujours tournée vers l'adversaire, et on est considéré comme étant complet, même quand il nous manque une jambe, c'est le cas de celui qui est à droite. Par contre, pour les autres, les fragments de corps, on va les mettre dans une fosse commune. Voilà comment on les enterre au début, le trou d'obus qui est agrandi. Ensuite la fosse avec les sous-officiers, les badges qui nous ont permis donc de pouvoir déterminer la qualité de chacun. Et on voit en bas à droite le trou d'obus qui a été rempli avec des jambes, des têtes. On voit que contrairement aux Buswitchums, c'est des amis qui enterrent des amis. Et là, donc, là, il y a un certain respect. Ici, on est dans une antenne médicale. Alors, une antenne médicale, c'est ça. C'est un trou avec quelques infirmiers, choses comme ça. Donc là, on est vraiment dans une médecine de guerre. Il faut faire le tri très, très rapidement. Et là, on ne prend pas de précautions avec les soldats. On a pu identifier un seul soldat, c'est le Private King, qui est ici le premier sur la gauche, toujours grâce à son disque d'identité. Ils sont enterrés donc maintenant à Montchélipreux, où leur sacrifice est honoré à travers une grande statue de bronze dans le village de Montchélipreux. D'autres restes de corps sont retrouvés, ici on les voit monter à l'assaut,
et ils sont donc pris, tués et tombés dans le trou d'obus, immédiatement recouverts avec l'intégrité de leur matériel. On a à gauche des soldats allemands et à droite soldats allemands et anglais. Et bien sûr, ces tombes peuvent être de nouveau bouleversées par le bombardement. Donc les corps sont dispatchés et on en retrouve donc assez souvent sur le champ de bataille, par petits fragments et par. Souvent, ce sont les pieds qui sont conservés dans les chaussures de cuir qui sont très très résistants. Donc c'est pas rare de retrouver des pieds qui sont dans les petites fosses ou qui ont été crochetés à l'extérieur. La gestion, on parle de la gestion des corps également. Là, on a des Allemands en secteur anglais et ils sont donc dépourvus de leur ceinture. C'est la ceinture allemande avec des interprétations, Gortnikunz, des choses comme ça, et qui pouvaient donc échanger dans un espèce de marché noir. Donc on dépouillait les cadavres, et on voit ici quelqu'un qui est connu Stanislavien et qui récupérait les objets sur le champ de bataille et qui s'est fait une petite fortune, à tel point que l'empereur Guillaume II avait mis sa tête à prix, parce qu'on savait qu'il pillait les corps, il est très connu. Et on voit que pour les soldats britanniques ou français, le corps de l'adversaire, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, c'est je hais le corps de mon ennemi. Donc au départ, on essaye de les enterrer, mais ensuite on les jette dans les dépotoirs, ce qui est le cas du soldat ici à droite. Et en plus, on leur enlève le disque d'identification, en fait, on les tue 2 fois. C'est quand jamais on pourra les identifier. Donc on voit aussi qu'il y a un changement dans les pratiques funéraires au fur et à mesure du conflit. Ça, c'est une carte des années 19 où on voit la race, ici, Montchico est là. Et là, dans ces carrés, c'est le nombre de soldats retrouvés entre 1919 et 1920. Après le conflit, on a envoyé donc, des troupes, des compagnies de travailleurs chinois pour récupérer des corps qui pouvaient encore traîner sur le champ de bataille. Et on voit que par endroits, il y a des scores autour de Montchipreux, 176 plus 125 soldats qui étaient encore visibles sur le champ de bataille. Et quand les archéologues repassent, un siècle après, on en retrouve encore. Il faut compter à peu près 600 000 disparus ou belligérants compris sur l'ensemble du front. Il en manque 600 000. Donc il y a encore un peu de marge. Pour se protéger de tout ça, on va essayer de se protéger dans les carrières. Donc là, c'est les carrières d'Arras. On est là sous la ville. Ce sont les petits spots rouges qui sont là. Ce sont les carrières du Moyen-Âge. On voit les accès qui ont été réalisés. On voit comment on trouve en fait ces carrières. On part en fait d'un plan qui a été réalisé par le Royal Engineer en 1916 et 1917 pour équiper ces lieux en tant que cantonnement permanent. Ça a été réalisé par des soldats néo-zélandais, des soldats maoris, ils étaient environ 400, et c'est eux qui étaient en charge de l'aménagement des lieux. Il existe très très peu de photos en fait, des soldats, parce qu'on est en milieu souterrain, donc difficile de pouvoir travailler avec l'appareil photo. Ça, ce sont les inscriptions, je veux dire, officielles, parce qu'il fallait le labyrinthe fait environ 20 km, 12 miles. Donc il faut absolument pouvoir circuler à l'intérieur de ces carrières, ne pas se perdre. Et on voit que c'est en fait géré comme un cantonnement de surface. Il y a une police des carrières, il y a ce qu'on appelle des scouts, des gens qui vont guider les compagnies et les régiments à l'intérieur. On voit au niveau des inscriptions, pour les 3000, que les soldats n'ont pas le droit en fait, de circuler dans ces 20 km de galerie. Ils sont dédiés à un secteur, ils ne peuvent pas bouger, il faut qu'on puisse facilement les retrouver en cas d'alerte. Donc les gens ne bougent pas. Donc là c'était intéressant de voir un petit peu cette organisation spatiale. L'aspect médical, qui est toujours tout près de la cuisine, donc c'est MO pour Medical Officer MC pour les malades, et pour les gens qui aiment l'humour britannique,
la galerie qui mène à cette antenne musicale, c'est Harley Streets, qui est à Londres, l'avenue où les médecins doivent absolument avoir leur cabine. Donc un peu par dérision, les Britanniques avaient de ce nom. Un hôpital militaire qui pouvait donc accueillir 700 blessés. Et là on voit bien également la partie britannique où les officiers ne sont pas mis avec les hommes du rang. Il n'y a que la mort qui est commune, hein, mais sinon on sépare donc les hommes du rang et les officiers. Et cet hôpital donc, a permis de sauver de nombreuses vies parce qu'il était placé directement sous le champ de bataille. Il y avait donc tout ce qu'il fallait à l'intérieur, en brancardier, ambulancier, hein, les salles d'opération, qui ont été en partie fouillées. Donc quelques inscriptions, si on voit justement cette différence entre les officiers, hein, latrine pour officiers, latrine pour les hommes du rang. L'eau aussi avait une grande importance, on verra par après. Hein, et également tout ce qui était poubelle, rubbish, c'est là où on devait mettre en fait tous ces déchets. Parce que quand on met plus de 24 000 hommes pendant plus de 8-10 jours, il faut absolument avoir au niveau de sécurité, sanitaire, tout ça, quelque chose de très carré, hein, qu'on retrouve, donc ces choses on les retrouve sur le terrain. Un seul endroit à partir d'un dessin qu'on a pu relocaliser, c'est ce qu'on appelle le pilier 5E, et c'est une messe qui a été faite à la taille d'Arras, qu'on a pu donc relocaliser très précisément dans ce réseau. Les hébergements très précaires, et là on voit justement la juxtaposition entre les observations de fouilles et les photos d'époque, et quelques dessins qui ont été réalisés. Où j'en suis au niveau temps? Il me reste combien de temps? Il me reste 1h15. Il me reste 1h15? Oui. C'est bon. Oui, parce que je voulais vous parler des graffitis. On a essayé de faire une étude sur les graffitis. Qu'est-ce qu'il y avait sur ces graffitis? On s'est dit, on est dans 20 km de galerie, les soldats y ont séjourné, qu'est-ce qu'on peut tirer des inscriptions? Et on s'est aperçu que 50% sur 3000, 50% donnaient les noms et les appartenances régimentaires. Bon, c'est tout à fait classique, un numéro d'immatricule, le nom et le régiment, point barre. Hein. Tout ce qui était inscription officielle, directionnelle, les cuisines, des choses comme ça c'est 29%. Sur la religion, 7%, on a des croix, on a des rappels sur l'évangile, des choses comme ça. 10% sur les dessins humoristiques, avec quelques croquis érotiques, des allusions au cinéma. On a Charlie Chaplin, Fritz the Cat, des choses comme ça. Et là, par contre, on a été étonné de ne rien trouver contre la hiérarchie, contre l'ennemi, voire même contre la guerre. Pas de pamphlet anti-guerre. Alors que c'est un lieu qui aurait très bien pu, en fait, les gens étaient isolés et il aurait très bien pu écrire des choses contre l'expérience qui était vécue. Hein. Et sauf que c'est d'autant plus étonnant qu'on est en 1917 et en 1918, ce n'est plus une armée de métier comme en 14, ce n'est plus une armée de volontaires comme en 1915, mais on est chez les conscrits. À partir de janvier 16, les Anglais établissent la conscription. Donc c'est assez étonnant, et ce n'est pas, donc on a essayé de travailler avec les collègues qui travaillent dans les carrières, et on n'a pas ça. Un peu chez les Français, et chez les Britanniques, il n'y a pas de... ils ne râlent pas. Donc ça c'est intéressant, je pense, à noter. À l'extérieur, les tranchées sont assez sommaires. On voit ici quelques abris britanniques dans une tranchée. L'ordre, c'est de ne pas donner envie aux Alliés de s'apesantir sur le terrain où ils se trouvent. C'est-à-dire qu'il faut toujours être dans l'esprit offensif, d'avancer, de regagner le terrain perdu, que ce soit le nord de la France ou la Belgique. Donc il faut toujours les maintenir, hein, ils ne sont pas dans un petit cocon. Chez les Allemands, c'est tout le contraire, on est là pour rester. Donc là, les tranchées sont réalisées en briques, les abris sont en béton, hein, et on veut donc établir un véritable limesse, hein, pour tenir les nouvelles possessions.
savoir qu'on est dans le nord de la France, c'est 50% de la production d'acier, plus de 60% de la production de charbon. Dès 1916, les Allemands lancent via l'Amérique des appels à la paix, en voulant bien sûr ne pas reculer, mais garder leur possession actuelle, hein, parce qu'ils savaient que là, il y avait de la véritable richesse au niveau de l'industrie. Parfois, donc, on trouve ces tonneaux en métal qui sont censés contenir de façon hermétique de la poudre, et on voit que les soldats britanniques s'en servent comme abri ou comme tranchée. Chez les Français, là, on travaille plus à la mérovingienne, hein, avec des petites cabanes qui sont construites en paille et en terre cuite, avec tout un réseau de tranchées pour éviter l'eau, hein, que l'eau ne vienne saper les bases de ces habitations. Chez les Britanniques, comme on l'a vu tout à l'heure, l'aspect propreté sanitaire est quelque chose de très important. Et tous les objets qui ont été souillés sont brûlés, donc on retrouve de grandes fosses où ce sont des incinérateurs. Et les objets retrouvés à l'intérieur de ces fosses sont tous déformés, tout le tissu, tous les pansements, tout ça c'était brûlé. C'est d'ailleurs la première fois où on avait des poubelles à Arras. C'est l'arrivée des poubelles, on les a. C'est une initiative britannique. Alors, initiative intéressante, notamment pour le verre. Je vous ai mis le verre au début, 14, 15, 16, on brûle tout, y compris le verre qui est déformé, donc on ne peut pas le recycler. Par contre, la guerre dure trop longtemps, et on commence au niveau des productions de verreries, que ce soit en Allemagne ou en Angleterre, à manquer en fait de matériaux. Donc, on va maintenant récupérer le verre et on paye les petits arrageoirs un sou pour récupérer le verre et le recycler et de nouveau le remettre sur le marché. Donc là, on voit avec la guerre qui s'allonge comme ça des changements dans le recyclage. On parle d'eau, là on parlait d'eau, de boisson. On a ce vieux cliché de soldats totalement sous dans les tranchées. En fait, cela n'existe pratiquement pas, n'existe pratiquement pas, notamment chez les Britanniques, qu'on a eu l'occasion d'étudier davantage. La distribution d'alcool, et là je parle en première ligne uniquement, pas à l'arrière, pas dans les cantonnements, où là le soldat pouvait faire ce qu'il voulait de son argent. Mais en première ligne, en zone dite de combat, on pouvait parfois attribuer une petite rasade d'alcool.